Au-dessus de Sainte-Croix, la Gita culmine à 1200 mètres d'altitude. Olivier Doudin s'y est installé en octobre 2021 dans une maison qui compte 5 appartements et un restaurant. Récemment, il a reçu un courrier qu'il n'attendait pas, son décompte de chauffage. Alors, en début d'année 2023, le propriétaire m'a amené d'abord le décompte chauffage 2021, et puis à 1-2 semaines d'écart, le décompte chauffage 2022. Sur les papiers qu'on reçoit, c'est marqué que c'est dû à 30 jours. Puis ça, c'est paniquant quand on reçoit des documents d'une telle teneur. Olivier Doudin doit régler une facture de 2000 francs. Dans les 30 jours, ce ne sera pas possible. Alors, l'appartement actuellement me coûte 1100 francs de loyer plus 100 francs de charge. C'est ça que j'aurais dû être très attentif, c'est que 100 francs de charge pour un appartement à cette altitude, c'est pas assez. Alors j'ai dû réfléchir un peu, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai loupé une information quelque part lors de l'entrée dans l'appartement et de la signature du bail à loyer, est-ce que j'ai mal évalué le montant des charges et le montant du loyer, parce qu'il y a cette feuille verte que doit donner le bailleur, et dessus c'est spécifié le loyer de l'ancien locataire et le loyer que je vais payer en tant que nouveau locataire. Donc j'ai peut-être manqué, j'ai peut-être pas été assez attentif pour ça. La feuille verte, la feuille de notification de loyer le montre. Olivier Doudin paye 50 francs de loyer de plus que l'ancien locataire, 1100 francs plutôt que 1050. Mais son acompte de charge a été baissé de 200 à 100 francs. Alors, j'ai entrepris donc une démarche auprès de l'ASLOCA. J'ai écrit le courrier au propriétaire pour demander les tableaux de répartition des charges. Et vous l'avez obtenu ? Oui, mais le propriétaire n'était pas content. Ça lui a coûté 180 francs avec la gérance pour obtenir des documents. Le propriétaire ici est représenté par la Chambre vaudoise immobilière. Alors, lorsqu'on est en présence d'un décompte de chauffage, comme c'est le cas ici, le locataire reçoit ce qu'on appelle sa situation individuelle. Donc, quelle est sa participation aux frais de chauffage, quelle est sa participation aux frais d'eau chaude, combien il a payé d'acompte et puis le résultat. Il peut demander la liste des frais qui rentrent dans le décompte de chauffage. Ces frais sont définis par la loi, de toute façon, ils sont connus, ou ils sont définis par le contrat si on parle de frais accessoires. Donc, il peut demander cette liste des frais. Et puis, la répartition entre les locataires. Comment s'est faite la répartition entre les différents habitants de l'immeuble? Et il peut aussi, sur rendez-vous, consulter les pièces justificatives. Les locataires qui demandent le détail de leur décompte de charges sont rares. Favorable ou défavorable, ce décompte est un droit que doit souvent défendre l'ASLOCA. Le propriétaire doit vraiment renseigner le locataire sur ce qu'il paye, finalement. Il doit justifier ce qu'il lui demande, donc il doit donner vraiment ce décompte détaillé poste par poste. Puis il faut aussi, bien entendu, demander la clé de répartition entre locataires pour pouvoir vérifier comment les coûts sont répartis entre les locataires, parce qu'il y a encore peu de logements qui sont réellement équipés d'un compteur individuel qui permet vraiment de payer sa propre consommation. Dans la plupart des cas, c'est une répartition en fonction des volumes chauffés ou de la taille de l'appartement, enfin du nombre de pièces pour ce qui est de l'eau chaude. Donc il faut pouvoir savoir comment les frais sont répartis. Adapter les acomptes de charges à la réalité des coûts permet d'éviter les mauvaises surprises à l'heure du décompte. Mais pas toujours pour tout le monde. Alors, ça dépend beaucoup de la situation financière du locataire. Pour les gens qui ont une situation financière très serrée, on va plutôt conseiller d'accepter l'augmentation des acomptes, puisque au moment où le décompte final est établi, si on n'est pas en mesure de le payer, ça peut conduire à des résiliations. Donc, le conseil de prudence, c'est quand même de plutôt augmenter les acomptes. Et puis, pour les gens, par contre, qui ont une situation financière un peu plus confortable, nous, on aurait plutôt tendance à leur déconseiller d'accepter l'augmentation des acomptes, au motif qu'au final, ce qui incite les gens à faire une vérification du décompte qu'ils reçoivent de la part de leur bailleur, c'est justement le fait de lui devoir de l'argent, de devoir un montant important. Dans le cas de M. Doudin, la situation est un peu particulière. Victime d'un grave accident de la route il y a plusieurs années, Olivier Doudin touche une aide de l'assurance invalidité. Dans son cas, les prestations complémentaires couvrent donc son loyer et ses acomptes de charges, dans les limites du barème qui s'applique. En revanche, il doit régler lui-même le paiement du décompte annuel. Il a donc intérêt à avoir des acomptes élevés pour un décompte minimum.
Olivier Doudin connaît la musique aujourd'hui, il a donc fait adapter ses acomptes de charges et il a demandé un arrangement pour payer sa facture. Depuis l'explosion des prix du gaz et du mazout, l'inquiétude qui concerne la hausse des charges locatives touche aussi bien les locataires que les bailleurs. C'est une grande préoccupation de la part de nos membres. On a depuis un an, ça fait un an maintenant, je dirais pratiquement quotidiennement des appels, des demandes de conseils par rapport à ça, que ce soit en disant mais comment est-ce que je vais faire parce que j'ai un loyer tout compris, par exemple, ou parce que je facture à mon locataire un forfait? Est-ce que je vais pouvoir répercuter ça sur mes locataires? Ou est-ce que je vais proposer aux locataires d'augmenter ses acomptes? Parce que finalement, si l'acompte est trop bas, alors c'est évidemment ennuyeux pour le locataire qui doit payer un supplément, mais aussi pour le bailleur qui, lui, doit assumer ses factures, qui doit attendre de faire le décompte et puis qui supportera ensuite le risque d'encaissement et de recouvrement pour le cas où le locataire a des difficultés à payer. Merci. Je t'en prie. Les décomptes qui tombent le plus souvent en juin ou juillet vont sans nul doute occuper bien du monde. Et avec notre invité, on va précisément essayer d'y voir un peu plus clair dans ces histoires de charges. Bonsoir Sandra Gerber. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocate, vous pratiquez beaucoup le droit du bail. Alors on a bien compris que comme locataire, on avait le droit d'aller consulter les justificatifs des charges qu'on doit payer. Mais si elles nous semblent infondées, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, comme vous l'avez dit, on peut effectivement un locataire qui conteste peut aller consulter les pièces. Donc, il a le droit de regarder normalement les originaux, les factures. Il peut regarder la répartition qui est faite entre les locataires. Il peut demander des précisions au bailleur. Et si il arrive à la conclusion que le décompte est faux et abusif ou le solde qui doit éventuellement payer au bailleur est faux, il peut effectivement contester ce décompte. Il a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'il peut se dire « je paye ». Donc, on va partir du principe que le décompte présente un solde en faveur du bailleur. Donc, le locataire peut décider de payer ce solde. En principe, le bailleur lui fixe un délai de 30 jours pour le faire. Donc, il paye ce solde. Comme ça, il évite une éventuelle résiliation du bail pour non-paiement de ce solde. Et ensuite, il agit pour obtenir le remboursement du montant qu'il aurait versé en trop. Donc là, on est dans une action, ce qu'on appelle une action en enrichissement illégitime. Donc, il agit pour obtenir le montant que le bailleur a reçu en trop. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est qu'il ne paye pas le solde qui serait dû en faveur du bailleur. Et dans ce cas-là, c'est assez risqué, mais il faut qu'il saisisse immédiatement l'autorité de conciliation en matière de baux et loyers pour que l'autorité judiciaire compétente fixe le décompte et les charges qui seraient justifiées. Cette deuxième solution est risquée parce que il s'expose à ce que le bailleur le mette en demeure de payer le solde et si ce solde n'est pas payé, qu'il résilie finalement le bail. Donc le conseil, c'est plutôt peut-être de payer le solde qui est dû au bailleur et ensuite de saisir les autorités judiciaires pour obtenir le montant qui aurait été payé à tort selon le locataire. Alors, d'un mot, ou plutôt d'un chiffre, on a vu là un locataire qui devait payer des charges sur 2 ans. Ça peut remonter à combien au maximum ? Alors, ça peut remonter à 5 ans au maximum. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est ça. C'est le délai de prescription, en fait. C'est exactement chaque ça. année. L'autre point, évidemment, qui inquiète les locataires en ce moment, eh bien, ce sont les loyers. Alors, on s'attend à une hausse des taux hypothécaires qui pourrait les faire grimper mécaniquement. Si je suis locataire, à quel type de hausse est-ce que je dois m'attendre ? Alors déjà, une petite précision, c'est que l'augmentation n'est pas automatique. C'était au bailleur de notifier par une formule officielle la hausse du loyer qui serait fondée sur une hausse du taux hypothécaire. Donc ça doit être fait par une formule officielle qui est agréée par le canton. Et dans cette formule officielle est noté notamment un délai de contestation. Donc le locataire a 30 jours pour contester la notification de hausse. Donc c'est effectivement pas une hausse automatique. Mais enfin, si elle est signifiée, je peux m'attendre à une hausse de combien ? Parce que c'est ça qui fait peur aux gens, le montant. L'augmentation maximum est limitée. Donc, si le taux hypothécaire se situe et est inférieur à 5%, l'augmentation pourrait être de 3%. Oui, donc dans ce qui est un scénario réaliste actuellement, on parlerait effectivement d'une hausse de l'ordre de 3% qui pourrait évidemment, comme toujours, être contestée. Merci beaucoup, Sandra Gerber, Merci à pour vous. vos explications. Merci. Très bonne soirée. Merci. Au revoir.
Et les problèmes entre locataires et régie, eh bien, ce sont des sujets qui reviennent régulièrement dans les messages que vous nous écrivez. C'est le cas aussi des histoires de voyage qui se passent mal. Vous allez en voir un exemple dans quelques instants. Mais juste avant, on fait un petit détour par la rédaction d'ABE. Là, je prends que des gens qui sont plus ou moins partants, c'est-à-dire qui sont décidés, qui en ont marre, et qui sont décidés à témoigner. C'est pas les gens qui... Au cœur de la rédaction d'À bon entendeur, c'est comme un rituel. Malik Melli, le producteur de l'émission, a trié le courrier que reçoit ABE. Les préoccupations des téléspectatrices et téléspectateurs vont nourrir ce qu'on appelle la rubrique. En principe, on essaye de répondre absolument à tout le monde, ne serait-ce qu'un accusé de réception. Certaines fois, les gens nous racontent des histoires tellement complexes que nous, on n'a pas de service social, on n'a pas de service juridique, on ne peut pas vraiment aider comme ça. On essaye de les conseiller, de les envoyer par exemple à la FRC ou vers les différents ombudsman, ou alors on leur donne une suggestion, un renseignement, des choses comme ça, une adresse où ils peuvent s'adresser. La slogan nous dit, mais... Une fois, 2 fois par mois, on se voit avec le reste de l'équipe, puis on décide ensemble lesquels méritent d'une rubrique. Aujourd'hui, un grand classique avec un groupe de 5 jeunes femmes qui rentraient d'un voyage en Angleterre. Donc on est parti à Londres pour un enterrement de vie de jeune fille. C'était au mois de juin de l'année dernière. On a fait 3 jours sur place et puis le retour, on avait donc un vol prévu avec Suisse pour rentrer donc de Londres à Genève. Et quand on est arrivé, il s'avère qu'il y avait un mauvais nuage à ce moment-là et du coup on a été détourné et amené à Zurich. Johanna Matos et ses amis débarquent donc à Zurich, mais il est trop tard pour rentrer à Genève ou à Lausanne. Donc on patiente et aux alentours des minuit, une collaboratrice arrive avec des billets de train, avec un prospectus qui explique quelle démarche entreprendre pour se faire rembourser justement ses dépenses, que ce soit l'hôtel, le transfert, donc le taxi jusqu'à l'hôtel, le petit déjeuner ou le restaurant du soir qui en découle, et puis le lendemain, le taxi de nouveau pour prendre le train. Combien ça vous a coûté tout ça ? Tout ça, ça m'a coûté dans les 540 francs. Pour 5 personnes. Pour 5 personnes. De retour à la maison, Johanna Matos entreprend les démarches pour se faire rembourser. Pas facile sur le site de Suisse, mais Johanna remplit un formulaire. J'ai mis toutes les informations qui nous concernaient, donc le nombre de passagères, les numéros de vol, de billets, mon IBAN, toutes les informations qui pourraient être demandées pour le remboursement. J'envoie via leur site internet, je reçois une confirmation comme quoi ma demande a bel et bien été envoyée et réceptionnée. Et je n'ai pas de réponse dans les délais que j'imaginais, donc passé 1 mois, je me dis j'ai toujours pas de nouvelles, je vais essayer de recontacter Suisse. C'est pas facile de trouver le numéro sur la page de Suisse. Johanna Matos se lance alors dans un incroyable marathon de courriels et d'appels téléphoniques. Welcome to Swiss. Sprechen Sie Deutsch, drücken Sie bitte die Taste 1. La galère dure plusieurs mois. Les informations restent à chaque fois les mêmes. Non, madame, on ne peut rien faire. Votre dossier, on ne le trouve pas. Il faut envoyer un email à info@suisse machin. Ce que j'ai fait à ce stade 15 fois. J'ai envoyé 15 mails à cette adresse. Et au bout d'un moment, on sent vraiment la frustration nous prendre. C'est vraiment énervant de se sentir complètement impuissant, en fait. La FRC, comme à bon entendeur, reçoit beaucoup de cas litigieux avec des compagnies aériennes. Le public est très demandeur de conseils pratiques. Alors, le cas simple, c'est celui d'un passager qui voit son vol annulé. Et puis là, il y a des formulaires qu'on peut remplir pour être rapidement remboursé. Le règlement européen s'applique. En 7 jours, normalement, on doit être remboursé. Ici, le cas est un peu différent, puisque le vol, l'appareil a décollé, mais il n'a pas pu arriver à destination. Et c'est là qu'on a besoin d'un service client qui soit opérant, qui soit réactif, qui n'entre peut-être pas dans le formulaire prédéfini. Dès que le cas sort un petit peu des cases habituelles, c'est plus compliqué et ça vaut la peine d'insister, de s'appuyer sur la loi,
d'impartir un délai aussi à la compagnie pour nous répondre, parce que les passagers ont des droits et qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. De guerre lasse, en mars de cette année, Madame Matos écrit à ABE. Alors à partir de ce moment-là, les choses changent. Donc j'ai écrit à Bon Entendeur qui m'a répondu en disant on va contacter le service de presse de Suisse. Et alors là, le lendemain, merveilleux, un jour après, j'ai eu finalement quelqu'un de responsable, une experte de chez Suisse qui s'occupe justement des cas VIP ou compliqués, comme elle me l'a décrit, tel que le mien, où ça fait des mois que ça dure et puis la procédure n'avance pas. Donc j'ai eu cette dame très aimable au téléphone qui m'a expliqué ça aurait dû être réglé en 5 minutes, mais voilà, nous sommes un peu moins d'une bonne année plus tard et puis je n'ai toujours pas été remboursée. Juste extrêmement frustrant. Contacté, Swiss dit regretter cet épisode et précise avoir renforcé son service client depuis l'été 2022 était compliqué pour la compagnie aérienne qui affirme être en plein recrutement pour renforcer ce secteur. Et puis, surtout, Swiss vient enfin de rembourser Johanna Matos. Dans ce cas, comme dans d'autres, la médiatisation a donc permis de débloquer la situation. Mais parfois, les entités mises en cause réagissent de manière moins conciliante. Témoignage avec une affaire d'impôt dont nous vous parlions il y a tout juste une année. Quand l'administration des impôts a une idée fisc, il faut beaucoup de patience pour la contredire. Véronique Olivier avait découvert un peu tard que le fisc vaudois lui avait inventé un mari, avec comme conséquence 1 500 à 2 000 francs d'impôts supplémentaires. Quand elle a fait remarquer à l'administration des impôts que sa taxation était fausse, le fisc n'a rien voulu savoir. C'est vraiment tout un blabla juridique pour venir m'expliquer que, de toute façon, vu que je n'ai pas fait la réclamation dans les 30 jours, que je suis hors délai et qu'elle ne peut pas être prise en compte. Ce que j'arrive pas à comprendre, et toujours à l'heure actuelle, c'est qu'ils ne veulent pas admettre que c'est eux qui ont fait l'erreur et corriger en fait cette déclaration simplement parce que je ne l'ai pas vue dans les 30 jours. En avril 2022, le fisc vaudois nous avait indiqué qu'il ne commentait jamais des situations individuelles. Quand nous l'avions laissé, Madame Olivier n'avait plus qu'une issue pour faire valoir son point de vue. Faire recours auprès de la CDAP, la Cour de droit administratif du tribunal cantonal. Mais cela impliquait une avance de frais de plusieurs centaines de francs. J'étais vraiment en colère, vraiment très fâchée. Et même si on m'avait dit que j'avais peu de possibilités de gagner, en fait, en recours à la CDAP, je me suis décidée de le faire. Donc, mi-avril, j'ai fait ce recours auprès de la CDAP. Il faut dire que Véronique Olivier avait aussi vécu un épisode qui avait singulièrement renforcé sa volonté d'aller jusqu'au bout. À partir du moment où l'administration cantonale a été au courant, parce qu'ils ont été interpellés par votre émission que j'avais fait appel à vous, j'ai reçu un téléphone du responsable des taxations qui m'expliquait que, oui, vraiment, mon histoire était un gros pataquès, et puis que, dans la journée, il allait me faire un SMS ou un mail pour me confirmer que tout était réglé. Mais que, en contrepartie, je renonçais à faire l'interview avec l'émission. Comme l'émission, en fait, on l'avait déjà faite, je n'allais pas revenir en arrière. Quelques jours après, j'ai reçu un appel du responsable des communications de l'administration cantonale pour me dire, écoutez, vous comprenez, étant donné que vous avez fait appel à l'émission, on ne peut pas régler votre problème. Véronique Olivier n'a donc pas hésité à déposer son recours. Et vous êtes allée devant un tribunal ? Alors non, contre toute attente, au mois de juillet, je reçois un courrier de la CDAP qui m'informe que l'administration cantonale des impôts s'est déboutée eux-mêmes
et puis ont cassé leur propre décision du mois de mars et me donnent raison. Avec quelles conséquences? Alors, très rapidement, la différence d'impôt que j'avais payée en trop pour 2019 a été remboursée. Et puis, quelques mois après, l'acompte que j'avais versé en trop pour l'année suivante a aussi été remboursé et la situation s'est réglée. L'avocat Björn Bettet défend souvent des clients devant l'administration des impôts. Il connaît la réputation du fisc vaudois. J'ai eu connaissance d'un certain nombre de cas. Je pourrais citer celui d'une épouse qui était victime de violences conjugales et puis à qui on a laissé comprendre qu'elle aurait dû rester à son domicile si elle avait voulu obtenir un différé d'imposition. C'était un cas d'impôt sur les gains immobiliers. Je dirais ces cas démontrent, à mon sens, une rigidité assez évidente. Bonsoir Malik Melli. Bonsoir Linda. Vous êtes donc producteur d'À bon entendeur. Alors ce type de quasi-menace, de pression, comme celle qu'on vient d'entendre, elles ne sont pas exceptionnelles. Non, elles ne sont pas rares, même si heureusement ce n'est pas la majorité. En fait, on a 3 types de réactions de la part des entreprises ou des administrations qui sont mises en cause après dans nos rubriques. La première des réactions, c'est silence radio, personne ne dit rien, on fait le gros dos, on attend que ça passe. Et on a pas mal de gens qui nous réécrivent des semaines ou des mois après être passés dans la rubrique pour nous dire ils n'ont toujours rien et ils attendent toujours leur indemnisation. La deuxième option, c'est que les choses se débloquent. Oui, après la diffusion du reportage, l'entité concernée se rend compte de son erreur et accepte effectivement de rembourser ou au moins de dédommager la personne lésée. Et puis, le troisième cas de figure, ce sont des pressions, comme celles qui ont été évoquées dans le témoignage qu'on vient d'entendre, mais ça peut aller beaucoup plus loin. On avait prévu ce soir de diffuser un reportage sur une affaire d'installation de panneaux solaires qui avait mal tourné. Ce n'est pas possible parce que l'entreprise a muselé nos témoins. Voilà. Ce soir, les téléspectateurs vont découvrir l'histoire d'une famille qui avait signé un contrat avec une entreprise fribourgeoise, Swiss Renewable Energy, un contrat pour la pose de panneaux solaires sur leur toit de leur maison. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'il y a eu une énorme erreur technique et au moment de la mise en route de ces panneaux, ça a fait griller absolument tous les appareils électroménagers de la maison et il y en a pour 33 000 francs de dégâts. Oui, 33 000 francs, parce qu'il a fallu aussi racheter en urgence le lave-vaisselle, le frigo et tout le reste. Voilà, et comme le remboursement promis par Swiss Renewable Energy ne venait pas après quelques semaines, après quelques mois, et qu'au niveau des assurances, c'était un chaos sans nom, la famille a écrit à ABE. Donc nous, on a envoyé une équipe sur place qui a enquêté, qui a tourné un reportage. Et alors là, tout d'un coup, comme par hasard, l'entreprise a promis de rembourser immédiatement la famille pour autant qu'elle signe un contrat dans lequel elle s'engage à nous demander de renoncer à leur témoignage. Oui, pression très forte donc pour éviter un dégât d'image de cette entreprise. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc la famille a touché effectivement ces 33 000 francs, mais elle a exigé, elle nous a demandé de renoncer à diffuser le reportage qu'on aurait dû voir ce soir. Ouais, décision que nous respectons, même si nous avons quand même décidé de nommer Swiss Renewable Energy, puisque ce n'est pas la seule fois que cette entreprise fribourgeoise a été mise en cause. L'information nous semble donc d'intérêt public. Merci beaucoup Malik. Très bonne soirée à vous. Et du toit, on passe au sous-sol, puisque nous allons descendre dans un parking de Romont qui cause énormément de soucis à certains petits propriétaires qui habitent juste au-dessus. Le récit de Ventura Samara. Vue de loin, elle ne semble pas si mal que ça, la résidence du Pré des Comptes à Romont. Le promoteur immobilier, c'est la société Anura SA. Il y a de tout, des propriétés par étage, des appartements en location, des commerces, une banque et même des espaces communs comme un parc intérieur. Bref, c'est Byzance, non? Acheter un appart, c'est le rêve. Pas tant que ça. Des propriétaires se posent des questions. Est-ce que cet ouvrage pourrait les exposer à certains dangers? Pourtant, la construction est neuve. Elle a été finie entre 2019 et 2020. J'ai acheté sur plan. C'était encore en construction. Quand j'ai pu entrer, dès les premiers temps, quand on entre dans le parking, on lave les pneus en passant parce qu'il y a beaucoup d'eau, surtout au dernier niveau. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Leurs inquiétudes sont nées dans ce parking de 3 étages. Il y a des places privées, des places pour les visiteurs et des places pour les clients des commerces.
Au dernier niveau se trouve le radier, une plateforme de béton qui est à la base d'un bâtiment. Il répartit les charges et donne une meilleure stabilité à la construction. S'il est bien fait, il permet une bonne imperméabilisation. On dirait des éclairs. En 2019, déjà, il y a eu entre 10 et 12 cm d'eau. Je ne sais plus, Eliane, si toi tu l'avais vu. Je n'ai pas vu, c'est les pompiers qui m'ont dit. Les pompiers qui t'ont raconté. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la pression, il y a beaucoup d'eau dans le terrain. Et la pression repousse l'eau à travers la dalle. Ils ont mis des pompes en bas du quartier pour drainer en fait l'eau qui descend dans le terrain. Par contre, depuis 3 ans que je regarde, moi je vois presque chaque fois que je regarde, je vois des nouvelles fissures ou alors des fissures qui s'agrandissent. Ces pompes-là sont supposées éliminer cette pression qui fait craquer le radier par-dessous. Maintenant, oui, quand elle marche, elle marche. Il est arrivé à 1 ou 2 occurrences qu'elle tombe en panne. Et à ce moment-là, on a tout de suite de l'eau de nouveau qui sort par les fissures dans ce dernier sous-sol. Alors, il décide de faire le tour de tous les étages du parking. Sur le sol, toutes les dalles ont des fissures. Il a photographié des fissures sur tous les murs et des infiltrations d'eau sur le plafond. J'ai régulièrement refait le tour, en particulier quand on a eu les problèmes d'écoulement d'eau. On a eu de l'accumulation d'eau sur les 2 niveaux supérieurs où il y a la Migros, et qu'on a commencé à voir l'eau couler à travers les fissures dans les étages inférieurs. L'eau arrivait, a coulé sur les voitures, les carrosseries ont dû être refaites. Et là, ils ont mis des protèges, des sparadraps, je dirais, des dermaplastes. Mais finalement, l'eau arrive d'en haut, donc ce serait bien qu'on la récupère avant qu'elle descende, parce qu'ici, elle va continuer à arriver si on ne fait rien de plus. Ouais, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent l'eau là où elle sort, au lieu de faire en sorte qu'elle ne rentre pas dans le béton. Oui. Sur le procès-verbal de l'Assemblée des propriétaires du mois de mai 2021, on peut y lire une déclaration surprenante de la part d'Anura. Les fissures vont petit à petit se colmater. Durant ce laps de temps, Anura SA prendra en charge les dégâts aux voitures liés aux problèmes de fissures. Vous inquiétez pas, ça va se colmater tout seul. Bon, j'étais quand même assez sceptique sur le fait que des fissures se colmatent toutes seules. Dans un autre procès-verbal de l'Assemblée du 17 juin 2021, on peut lire aussi que le gérant technique d'Anura a obtenu une prolongation du délai de garantie des constructeurs de 2 à 5 ans. Je n'ai absolument aucune preuve aujourd'hui qu'il y a eu des courriers aux constructeurs et aux artisans signalant de manière officielle les défauts pour que, effectivement, la garantie soit prolongée. Quand il pleut et que l'eau déborde dans les étages supérieurs du parking, elle stagne et ne s'évacue pas. Sauf quand le service d'entretien fait appel à des camions-pompes. En attendant, on pousse les caddies dans la pataugeoire. J'ai toujours été convaincu qu'il y avait une évacuation pour l'eau. Et ça, que ce soit au niveau où on entre à la Migros, ou bien le niveau où on entre le parking. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de trou contre le mur, je me suis fait mal aux pieds la première fois, parce que j'étais convaincu que c'était un peu bouché. J'y croyais pas. Je comprends pas, en fait, comment est-ce qu'on peut faire un espace intérieur comme ça, où l'eau peut s'accumuler, puis on l'a vu, elle peut s'accumuler de manière importante, et puis que l'eau, elle a nulle part où aller, à part dans les fissures. Les secours ont fouillé toute la nuit. Ce qui m'a poussé à vous contacter, c'est l'effondrement qu'il y a eu il y a 1 année et demie en Floride, où un bâtiment s'est effondré sur des gens qui dormaient. Il y a eu 98 morts, je crois. C'était le plafond du parking qui avait des infiltrations. Ça fait rouiller les ferrements qui, eux, gonflent, finissent par faire éclater le béton. Et donc, le béton n'a plus du tout l'intégrité nécessaire à supporter l'ensemble des bâtiments qu'il supporte. Moi, mon inquiétude, elle est là. C'est un parking, c'est pas juste les gens qui habitent là, mais les gens viennent faire leur commission là. Les gens, il y a tout le temps du passage. On est très loin de ce qui s'est passé aux États-Unis, mais par-ci par-là, dans le parking, on peut voir apparaître des taches de rouille.
Tu vois, ça, typiquement, on a la rouille, ça, c'est la rouille du ferment qui ressort. Si on ne réagit pas, si on ne se fédère pas pour obtenir des informations claires, pour qu'il y ait une expertise neutre qui nous dise si oui ou non il faut faire quelque chose, il y a toutes les chances que ce soit nous qui nous retrouvions avec une facture pour refaire l'étanchéité de ce parking, parce que tout d'un coup, on découvre que peut-être elle a été mal faite. Dans ce même procès-verbal, on apprend que maître Damien Piller, qui est dans l'administration de Anura, annonce qu'un rapport concernant la dalle de parking craquelée sera fait. Les représentants de la société Anura étaient là puisqu'ils sont copropriétaires, et puis on nous a promis de nous apporter des réponses qu'on n'a jamais reçues. Pour l'instant, comme disent les copropriétaires, il semble qu'on se contente de mettre des sparadraps. De l'eau qui s'infiltre par le sol, mais où va-t-on? De l'eau qui s'infiltre par le plafond, mais où va-t-on? Faut-il attendre que le réchauffement climatique assèche le parking de la résidence du Pré des Comptes? On précise qu'Anura a bel et bien informé de la prolongation du délai de garantie de 2 à 5 ans. En revanche, les copropriétaires attendent toujours les résultats de l'analyse promise. La société écrit que cette analyse est en cours depuis plusieurs mois et qu'il a été décidé d'attendre la fin de la période hivernale pour établir une synthèse. Anura qui promet que si créer une évacuation devait s'avérer judicieux, le coût qui en résulterait serait supporté par la société promotrice. Et on va maintenant continuer à parler d'eau, mais d'eau du robinet. Vous vous en souvenez peut-être, certains habitants de Bussigny se plaignaient de voir de l'eau sale couler de leur robinet. Eh bien là, c'est un happy end. Octobre 2021. ABE révélait que l'eau de la commune vaudoise de Bussigny inquiétait la population. Voilà ce qu'on a le matin. Et encore aujourd'hui, c'est encore un peu... C'est clair, quoi. Alors, on a déjà eu bien plus foncé que ça. Ça, vous la buvez, cette eau? Ah non. Non, c'est clair. Comment c'est dégoûtant, quoi. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'en donnaient à cœur joie. Surtout l'eau froide. Elle est brune, elle pue et elle est dégueulasse à boire. Moi, je la trouve immonde. Le goût est mauvais, la couleur est légèrement jaune quand j'ouvre le robinet. Du coup, je suis obligée d'acheter de l'eau. Le phénomène a duré plusieurs années, depuis que le service de l'eau de Lausanne a pris le relais des sources de la région de Bussigny. Pour rappel, on avait détourné des sources pour éliminer le risque de pollution au chlorothalonil, ce pesticide. Et puis le changement d'eau, d'approvisionnement en eau, modifiait la situation dans les conduites intérieures métalliques et le calcaire relâchait un peu de rouille. Aujourd'hui, le service de l'eau a pris des mesures. Il modifie le pH de l'eau à l'aide de sodium directement à l'usine d'eau potable de Saint-Sulpice et la situation s'améliore, nous n'avons plus de plaintes. Le fer dépose encore quelques taches jaunâtres dans la machine à café, la baignoire ou les toilettes. Mais la situation s'est en effet bien améliorée. Alors ça va nettement mieux. En tout cas, on a perdu effectivement cette couleur jaunâtre. Ça va mieux depuis le mois de décembre à peu près. Mais avant ça, c'était périodique. Donc c'était plus jaune et moins. Mais là, maintenant c'est bien. Ça va nettement mieux au niveau de la couleur. Mais par contre, on a toujours un petit goût un peu métallique qui n'est pas super agréable. Comment est-ce que vous la consommez, votre eau, aujourd'hui ? Alors, réflexe permanent, on la laisse couler, toujours. On ouvre le robinet et on laisse couler. Et j'ai toujours ce réflexe de contrôler la couleur. Sinon, je la bois pas. Après, on l'utilise on la boit pour la cuisine, la machine à café, voilà. Le reportage diffusé par ABE en 2021 avait provoqué de vives réactions. Il y a eu énormément d'échanges sur le groupe Facebook de Bussigny, notamment par rapport à la réaction de la syndic qui a refusé de boire l'eau
qu'on lui a proposée sur le plateau. Cette eau, est-ce que vous la buvez, madame ? Alors bien sûr, je la bois parce que, en tout cas, celle que j'ai devant moi, elle est claire, elle n'est pas vraiment trouble et il n'y a pas de teneur en... Qu'est-ce que disaient les gens? Ils ont dit, mais franchement, si elle n'ose même pas la boire, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et elle n'était pas crédible, en fait, par rapport à ses propos, par rapport à ses commentaires, comme quoi il n'y a pas de risque, etc. Ok, mais alors, vas-y, on aimerait voir... on aimerait qu'elle la boive, mais elle ne l'a pas fait. Donc ça a été très critiqué. Nous avons fait analyser l'eau de chez Carla Lopez. Résultat, 75 microgrammes de fer par litre d'eau, parfaitement dans les limites de tolérance, et bien en dessous des 912 microgrammes que nous avions mesurés fin 2021. Un peu plus loin, chez Gabriela Cossetto, la régie a entrepris des travaux qui ont duré 2 mois. Un sablage a permis de désoxyder les tuyaux, puis l'intérieur des conduites a été protégé par l'injection de résine. Ici, la concentration en fer par litre est encore plus basse, 12 microgrammes. Donc c'était des travaux, je dirais, assez lourds, mais ils ont fait le nécessaire pour nettoyer les tuyauteries. Donc pour nous, en tout cas, l'eau maintenant, elle est tout à fait potable. On peut cuisiner avec, se doucher avec. Enfin, il n'y a plus de résidus de fer en ce qui nous concerne. Du côté de la ville de Lausanne, on trouve le résultat satisfaisant. Même s'il n'y avait pas d'obligation légale de le faire, c'est très important de conserver, de maintenir la confiance des personnes qui consomment de l'eau de la ville de Lausanne. C'est pour ça qu'on a pris ces mesures. Il ne faut pas que les gens aient besoin de recourir à de l'eau en bouteille. On veut qu'ils puissent avoir pleine confiance pour l'utilisation de l'eau au robinet, que ce soit pour faire des biberons, nettoyer leur salade ou pour toute leur consommation habituelle. Et après tous ces témoignages, un test pour boucler cette émission. Avec le printemps, les cyclistes reprennent la route en masse. C'est l'occasion de mettre à l'épreuve toute une série de casques de vélo. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Alors ces tests, ils sont là. Qu'est-ce qui a été analysé précisément? Alors on a 11 casques, dont 4 qui disposent d'un système qui s'appelle MIPS, qui est censé offrir une meilleure sécurité aux cyclistes. Donc pour tester cette fonctionnalité, on a envoyé ces 11 casques dans un laboratoire. Je vous propose de regarder quelques images. Depuis des années, le taux de port du casque à vélo est en augmentation. En 2021, ce sont 48% des Suisses romands qui sont casqués. Les 15-29 ans font moins bien, 32% de tête couverte. Pourtant, lors d'un accident, le casque peut avoir son importance. C'est le laboratoire TÜV Rheinland à Cologne qui a testé nos 11 casques. Parmi ceux-ci, 4 modèles qui intègrent le système MIPS, un système censé mieux protéger la tête contre les chocs multidirectionnels. Habituellement, on ne chute pas droit sur le sol, mais en biais sur la route. La tête est ainsi mise en rotation et la rotation peut présenter un risque pour le cerveau. Nous pouvons ici déterminer l'ampleur de rotation qui est transmise au cerveau. Pour ce premier test de rotation, le labo fait tomber les casques sur une surface oblique à une vitesse de 20 km/h. Le deuxième test mesure la capacité des casques à absorber les chocs en les précipitant sur 2 enclumes de formes différentes. Troisième critère, le test d'arrachage. Un test important car le casque doit toujours rester sur la tête en cas d'accident. Enfin, nos experts évaluent l'ajustage des casques, la position sur la tête, 2 doigts au-dessus des sourcils, le réglage des lanières sous le menton, la force de serrage de la boucle, ainsi que le passage en Y autour des oreilles. Avoir un bon casque, c'est bien. Pouvoir le régler correctement, c'est encore mieux. Stéphane, vous nous détaillez maintenant les résultats de ce test et on va commencer avec un modèle qui signe une vraie contre-performance. Ouais, notre lanterne rouge, c'est celui-ci, le Scott de Pio Plus. Il coûte 120 francs. Son problème, c'est que la lanière se brise lors du test d'arrachage et donc il obtient une note de 3,6 sur 10 seulement. Effectivement, c'est un problème. Ensuite, ça remonte nettement. On arrive à 2 modèles jugés suffisants.
Pour le POC myéline, 7,2. C'est un casque qui est sans système MIPS, il faut le préciser. Il est devancé par le casque suivant avec 2 dixièmes de plus, le Giro Artex, qui lui a le système MIPS. Et là, c'est plutôt le maniement et l'absorption des chocs qui péjorent le résultat. C'est aussi le plus cher, 179 francs quand même. Après ça, on a ce qu'on va appeler le peloton, avec 4 modèles qui sont notés entre 7,6 et 7,8. Exact. 7,6 pour le Between, le deuxième moins cher, à 45 francs. Ensuite, on a 7,8 pour un Alpina à 159 francs. Même note pour le Crosswave à 69,90 et le Bell au quasi même prix. Et après ça, on atteint la barre des 8 sur 10. 8 sur 10 pour Vélo Plus, c'est un bon casque pour un modèle qui coûte un peu moins de 200 francs. Mais la surprise du test, c'est le Landy InMold, c'est celui-ci, il coûte moins de 19 francs, et bien qu'il n'ait pas cette fameuse fonction MIPS, c'est lui qui réussit le mieux le test de rotation de la tête dans le casque. Son bémol, c'est que c'est un des moins aisés à manier, à accrocher. Un résultat tout à fait surprenant, effectivement, et plutôt intéressant avec ce casque. On passe ensuite aux 2 premiers, qui sont dans un mouchoir de poche. Mouchoir de poche, oui, le Lumos Ultra, un des 2 plus chers du test. C'est aussi le meilleur pour l'absorption des chocs, et puis celui qui est près de vous, Uvex, il coûte 10 francs de moins et il a la meilleure note pour sa praticité. Ouais, 2 modèles, on le précise, qui disposent de cette fonction MIPS. Mais en tout cas, conclusion, le prix ne fait pas la qualité du casque et la fonction MIPS, pas forcément non plus. Les 2 meilleurs ont la fonction MIPS, mais les 2-3 vers la fin ont aussi cette fonction MIPS. Donc l'affaire n'est pas concluante. Le fabricant du système MIPS conteste nos résultats et renvoie à sa propre méthode de test. Alors il faut savoir que sur ce nouveau système, la méthode de normalisation est en cours d'élaboration et nous avons pris la méthode la plus à jour actuellement dans cette nouvelle norme en cours d'élaboration. Et puis, réaction aussi de la marque Scott qui avait donc fabriqué le casque dont la sangle avait été arrachée dans le test. Oui, alors ce modèle de casque selon Scott est testé depuis des années et a toujours réussi le test d'arrachage. Scott est d'avis que cette courroie ne représente pas la qualité de leurs produits. Oui, mais c'est toujours embêtant dans la vraie vie si on tombe sur une courroie. C'est embêtant que ce soit celui qu'on ait trouvé. Qui lâche, absolument. Merci beaucoup Stéphane. Très bonne soirée à vous. Et les résultats de ce test réalisé par Kassensturz et Bon à savoir sont comme toujours disponibles via ce QR code ou sur notre site abe.ch. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir.